Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans un regard sur l'Afrique. Aujourd'hui, il sera essentiellement de deux sujets. Nous allons dans un premier temps aborder le sujet concernant la Guinée. Mamadou Doumbouya redoute-t-il un coup d'État? C'est le surnom, l'intitulé du premier sujet. Et le second sujet va concerner le Sénégal ou la loi, bien sûr, sur le patrimoine. Nous allons aborder la transparence ou arme politique dans la guerre Diomaye-Sonko. Eh bien, pour aborder ces deux sujets, pour bien évidemment décortiquer ces deux sujets, je suis avec le confrère Anissé, spécialiste des questions politiques et tout ce qui concerne l'actualité africaine. Bonsoir, chers confrères, et merci de nous rejoindre dans Regard sur l'Afrique. Bonsoir, Prudence. Merci à vous. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette émission Regard sur l'Afrique. Eh bien, pour cette, euh, ce premier sujet, la toute première question, nous allons y aller directement, chers confrères, nous allons être directs. Un chef d'État un chef d'État-major, bien évidemment, qui jure loyauté le jour où son président s'envole en vacances. Hein. Est-ce qu'on fait ça quand tout va bien? Pour parler de contexte, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la Guinée, Mamadou Doumbouya, a été en voyage, euh, a pris un congé. Eh bien, depuis qu'il est parti, c'était le 3 août, et depuis son départ, ses chefs, sinon le chef d'armée, le chef d'état-major, voilà, a sorti un communiqué pour voilà, jurer loyauté au président de la République. Eh bien, parlant de la sécurité, de l'inquiétude du président Doumbouya, la question de savoir si dans un pays normal ou dans un pays où tout va bien, dès qu'un président quitte le pays pour ses congés, est-ce que c'est normal d'aller sur les médias ou bien de sortir un communiqué pour voilà, jurer loyauté à ce président-là? Ce serait notre première question pour ouvrir les débats. Merci encore une fois, Prudence. La question que vous posez est très pertinente, puisque, bien entendu, tous ceux qui ont suivi le communiqué de l'armée guinéenne après le départ, ou un peu avant le départ de Mamadou Doumbouya dans ce qu'il a qualifié de voyage privé, et beaucoup d'autres disaient qu'il s'agissait en réalité d'une visite médicale, puisqu'il aurait des soucis de santé. Tout le monde s'est posé la même question que vous posez maintenant. Pourquoi est-ce que si le chef d'État s'absente, puisque tous les chefs d'État du monde voyagent, tous les chefs d'État du monde ont bien évidemment des impératifs qui les poussent à s'absenter du pays, que ce soit des visites d'État, que ce soit des visites privées, tous les chefs d'État du monde ont besoin d'aller à l'extérieur du pays. Alors, bien évidemment, on s'est demandé pourquoi le chef d'état-major de l'armée guinéenne s'est senti obligé de dire qu'en l'absence de Mamadou Doumbouya, l'armée lui jurait loyauté et fidélité. C'est une anomalie, comme vous le dites. Pourquoi est-ce que dire que vous jurez fidélité et loyauté à votre chef d'État alors que tout le monde sait bien sûr que vous lui devez cela? C'est que, bien entendu, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y a des rumeurs de coup d'État. Il y a des rumeurs de trahison. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya en 2021, on a vu plusieurs fois des gens arrêtés, des gens mis en cause, accusés de trahison contre la sécurité de l'État ou tout simplement contre le chef de l'État lui-même, Mamadi Doumbouya.
Et d'aucuns disent, et d'ailleurs, quand je vois les analyses des uns et des autres, quand je vois des observateurs commenter ce qui se passe en Guinée, tout le monde ne manque pas, personne ne manque de dire que Mamadi Doumbouya lui-même est arrivé au pouvoir par une sorte de trahison, puisque c'était infidèle d'Alpha Condé. Il avait été nommé en 2018 chef d'un bataillon de paracommando des forces spéciales destiné justement à assurer la sécurité du chef de l'État qui était alors Alpha Condé. Et soi-même Mamadou Doumbouya, justement, qui a été promu de la sorte, a été celui qui a renversé le président Alpha Condé. Et donc, il dit, ce que j'ai fait à mon supérieur, peut-être que mes camarades, mes compagnons d'armes voudraient bien faire la même chose. C'est pour cela qu'il est là. Euh, il n'a confiance en personne, puisqu'il sait bien lui-même qu'il n'a pas mérité la confiance d'Alpha Condé, qu'il y avait placé là où il était, et puis qu'il a renversé après. Et donc, je pense tout simplement, comme vous le disiez, que le fait même de dire nous jurons fidélité au chef de l'État, nous jurons loyauté au président de la République, ça ne veut absolument rien dire, puisque lui-même avait juré fidélité et loyauté au président Alpha Condé, et cela n'en a pas empêché de réaliser son coup d'État qui l'a amené au pouvoir. Mais ce que peut-être il faudrait souligner également, c'est que Mamadi Doumbouya, je le disais tout à l'heure, euh, aurait, je dis bien au conditionnel, aurait des problèmes de santé parce qu'on a bien vu qu'il a très maigri, qu'il a perdu beaucoup de poids. On ne sait pas pourquoi, mais selon les dires des uns et des autres, il aurait une sorte de maladie. Il a de toutes les façons des problèmes de santé. Et d'ailleurs, son départ en Grèce, en Europe, et c'était pour se faire soigner. C'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai Oui. aucune information fiable, mais c'est ce qu'on dit. Et là, j'ai vu certains analystes, d'ailleurs, en qui je n'ai aucune foi, d'ailleurs, il faut que je le dise, dire qu'il y aurait un certain chef d'État et qui aurait fait qu'il soit empoisonné. Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais ça a été dit dans certains milieux des Africains. Et puisque je n'y accorde aucune fois, je ne vais pas m'y attarder, mais ça a été dit. De toutes les façons, ce qu'il faudrait dire, c'est que Mamadi Doumbouya, comme tous les chefs d'État d'ailleurs, a des ennemis, puisque lui-même a trahi. Les amis d'Alpha Condé sont toujours là en Guinée. Il y a des amis d'Alpha Condé qui sont en Guinée et qui n'ont toujours pas digéré le fait que justement, c'est lui qui était chargé de la protection de leur président et c'est lui qui a réalisé ce coup d'État, qui a renversé leur idole. Il y a des amis d'Alpha Condé, parmi même des gens, même des militaires, qui entourent Alpha Condé, pardon, qui entourent Mamadi Doumbouya. C'est pour cela qu'il ne fait confiance à personne. Il sait ce qu'il a fait et il sait ce que d'autres pourraient lui faire. Donc, il a des ennemis parmi les gens du pouvoir qu'il a renversé, mais il sait aussi, par exemple, qu'il y a des intérêts géopolitiques. Il y a des gens, des grandes puissances qui le protègent, cela se dit, doit être d'ailleurs vrai, mais il y a également des pays voisins à qui ne voient pas d'un bon oeil le fait qu'ils soient en bon terme avec les puissances contre lesquelles ils se sont engagés. Et donc, je crois que
pour dire vrai, Mamadi Doumbouya a des raisons sérieuses de s'inquiéter, mais on ne va pas dire que tout cela est bien fondé. Il est, il s'inquiète, il a peur, parce que justement, il sait qu'il y a des gens qui seraient tentés de le renverser. Mais il faudrait ajouter encore un autre élément, c'est que le pouvoir de Mamadi Doumbouya n'est pas un pouvoir démocratique. Et on le comprend. Il n'est pas démocrate puisqu'il n'est pas arrivé au pouvoir à part les urnes. Mais on sait bien que depuis son arrivée au pouvoir, il a muselé la presse, il a dissous les partis politiques, donc il y a un pouvoir personnel et ça n'étonnerait personne que beaucoup de Guinéens veulent le renverser. D'accord. Au vu de tout ce que vous avez dit, on comprend qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas forcément. Et comme on le sait si bien, les États ont des services de renseignement qui forcément euh, ont connaissance de certaines choses qui se passent autour d'eux. La question qui se pose maintenant, est-ce que doit-on dire que quelque part Mamadou Doumbouya a raison ou bien doit-il s'inquiéter? Ou du moins, y a-t-il forcément une raison pour qu'il s'inquiète, non seulement pour sa sécurité, aussi pour la sécurité de son pays? Pas forcément que lui-même, on lui ferait un coup d'État, mais que peut-être son pays serait attaqué parce qu'il ne faut pas oublier que des dispositions ont été prises depuis son départ du côté de, voilà, ils ont des contrôles aux frontières pendant son absence et tout. Voilà, concrètement, est-ce que d'abord, euh, on craignait que une fois que le président n'est pas au pays, quelque chose allait arriver, ou du moins, selon vos informations, selon vos analyses, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que quelque chose se trame autour de la Guinée ou bien c'est beaucoup plus la sécurité personnelle du président qui l'inquiète? Bon, il y a beaucoup de pays de cette région euh, qui ne comprennent pas pourquoi le président Mamadi Doumbouya, qui a fait un coup d'État comme ses amis du Sahel, n'a pas été sanctionné ni par la CEDEAO ni par les grandes puissances, les autres pays de la région, ou l'Union européenne, pardon, l'Union africaine ou les autres pays partenaires de la Guinée. Vous savez bien que les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO avait pris des sanctions contre ces trois pays après les coups d'État qui ont eu lieu. La CEDEAO avait également sanctionné la Guinée après le coup d'État de Mamadi Doumbouya, mais des sanctions avaient été très vite élevées, sans contrepartie. Et donc, les gens de cette région disent qu'en réalité, Mamadi Doumbouya roule pour la CEDEAO et pour les autres grandes puissances occidentales. Et vous comprenez donc que s'il y a des gens qui sont pour le Sahel, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ne peuvent pas également digérer la position de Mamadi Doumbouya, qui d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, affiche une gouvernance dictatoriale, mais n'est condamné par personne. Ça veut dire pour certains analystes en réalité que Mamadi Doumbouya est quelqu'un qui est là pour représenter les intérêts des grandes puissances occidentales. Oui. Et ceux qui sont pour la souveraineté, comme les trois pays de l'AES que je citais tout à l'heure, voudraient bien le voir partir. Et parmi ces gens, il doit y en avoir qui sont en Guinée même, même au sein de l'armée guinéenne. Et donc, il doit s'inquiéter, même si tous les gouvernants de ce monde, tous les puissants de ce monde doivent s'inquiéter parce que quand on tient le pouvoir, il y a toujours des adversaires qui voudraient bien vous faire partir. Mais pour ce qui est de la fermeture des frontières ou du contrôle des frontières, comme vous le disiez, le contrôle
aux frontières ont toujours eu lieu quand on a compris qu'en réalité, Mamadi Doumbouya roulait. Je parle bien pour ceux qui disent cela. Quand Mamadi Doumbouya est là, il est roule pour les intérêts des grandes puissances. Bien entendu, par exemple, les trois pays de l'OAS ne peuvent pas s'empêcher de contrôler les frontières. Ces trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, accusent régulièrement le Bénin, la Côte d'Ivoire et même le Nigeria de vouloir déstabiliser leur territoire pour les intérêts des grandes puissances. Ils ne citent pas la Guinée, mais je pense que la Guinée est également sur la liste pour des raisons que je viens de citer, puisque la Guinée est soupçonnée d'être également de connivence avec la France, avec les États-Unis, avec d'autres pays, surtout l'Union européenne. Donc, c'est tout à fait normal que les frontières soient contrôlées. Puisque même si ces adversaires de la CEDEAO se gardent bien de citer la Guinée parmi les adversaires, mais la Guinée sait également que ces trois pays ne sont pas parmi les amis de cœur. Voilà. Et c'est pour cela que les frontières sont contrôlées. Il y a des suspicions de part et d'autre. Mais le fait que les frontières soient contrôlées ne sont pas tout simplement le fait que Mamadi Doumbouya était parti à l'étranger. Ça a été toujours le cas. Puisque, bien évidemment, il n'y a pas de confiance. Et tant qu'il n'y aura pas de partenariat fiable entre les pays des uns et des autres, entre les partenaires de cette région, il y aura toujours des difficultés, ce qu'il y a actuellement. Donc, pour tout résumer, la Guinée fait partie de la CEDEAO, est un partenaire fiable des grandes puissances occidentales, essaie d'être en bonne relation avec les pays de l'AES qui sont en foi avec la CEDEAO. En même temps, ça veut dire que personne ne lui fait confiance et la Guinée doit plus ou moins rouler pour elle-même. C'est pour cela que les frontières doivent bien évidemment être contrôlées. Alors justement, vous le disiez, les frontières doivent être forcément contrôlées. Cela n'a rien à voir avec l'absence de Mamadi Doumbouya ou pas. Mais une chose paraît flagrante, c'est le fait que les forces vives de Guinée ont profité justement de cette absence, je mets profité entre griffes, de Doumbouya pour publier un appel à mettre fin à la dictature et bien évidemment refuser les institutions élues. Alors, ce qui m'amène à poser cette question, est-ce que les forces vives ont-elles peur des représailles en présence de Mamadi Doumbouya? Et aussi, la question qui suit, c'est est-ce que d'abord l'opposition guinéenne a réellement les moyens de déstabiliser ce régime? Parce que si on se dit que pour ce qui concerne les contrôles au niveau des frontières, cela n'a forcément rien à voir avec son absence, mais il ne faut pas aussi oublier que c'est à son absence que ces forces vives ont appelé à mettre fin à la dictature. Voilà, est-ce qu'ils ont peur de la présence de Mamadi Doumbouya pour lancer cet appel à son absence? Et la deuxième des choses, est-ce que l'opposition guinéenne, même dans son ensemble, a réellement les moyens pour voilà, déstabiliser ce régime? Ça fait deux questions, hein, chers confrères. Les forces vives, en réalité, ce sont des forces au sein de l'opposition démocratique. Il n'y a pas de moyens, puisqu'il n'y a pas. C'est une opposition qui n'a pas des armes. Ouais. Ce serait très compliqué de s'opposer à l'armée, puisque bien entendu, Mamadi Doumbouya contrôle l'armée. Et c'est l'armée justement qui lui a juré fidélité et loyauté lorsqu'il est Exactement. Ouais. Pourquoi est-ce que justement les forces vives
ont publié cette déclaration au moment de son absence, c'est peut-être qu'il craignait les répressions. Même à l'étranger, il peut ordonner de réprimer ce qui se passe. C'était une simple déclaration. Mais on sait que sous Mamadi Doumbouya, il y a effectivement eu la répression des manifestations qui réclamaient les droits, des manifestations des partis de l'opposition, des manifestations également des fois des journalistes. Tout le monde sait que tout simplement il y a eu ces manifestations, cette répression des fois brutale. D'ailleurs, il y a eu des morts. Et donc, tout le monde a peur de Mamadi Doumbouya. Et peut-être, les gens profitent de son absence pour dire, nous disons tout simplement que nous ne sommes pas pour lui, nous ne soutenons pas son pouvoir et nous demandons son départ. Mais ils peuvent le dire aussi quand il est là. Puisque, en réalité, quand on est au nom du pouvoir, il n'y a aucune différence entre le moment où vous êtes présent et le moment où vous êtes à l'extérieur du pays. Maintenant, les gens gouvernent par coup de téléphone, SMS, message WhatsApp. C'est très simple maintenant. Vous dites à quelqu'un que vous avez laissé là-bas, allez, il y a une certaine prudence qui est là, il faudra le mettre en prison. Même s'il est à l'autre bout du monde, prudence sera mis en prison. Donc, ça ne veut rien dire qu'il soit présent ou pas. Tout simplement, je n'ai pas compris pourquoi ils ont profité justement de son absence. Et je pense que c'était tout simplement pour répondre à l'appel ou à la déclaration de fidélité de loyauté qu'avaient fait les militaires, l'état-major, pour dire qu'ils soutenaient le pouvoir toujours de Mamadi Doumbouya. C'était peut-être pour montrer à l'opinion internationale que ce que disaient les militaires, le chef d'état-major, ne concernait pas tous les Guinéens, que tout simplement, il y avait une autre partie du pays, une autre frange de la population guinéenne qui était contre la gouvernance de Mamadi Doumbouya. D'accord. Oui, la deuxième question, je ne sais pas si vous l'avez abordée, est-ce que l'opposition guinéenne a réellement les moyens pour déstabiliser ce régime? J'avais commencé par cela justement, c'est que quand vous êtes face à un pouvoir militaire, pour que vous puissiez justement rivaliser, il faut que vous ayez également une armée ou tout simplement des forces militaires. Or, en Guinée, pour l'instant, Mamadi Doumbouya et ses collègues contrôlent bien l'armée et l'opposition démocratique n'a aucun moyen de rivaliser avec le pouvoir, le régime en place. Sauf quand vous voyez déjà, quand vous avez vu à l'œuvre les méthodes de ce pouvoir, je parlais de la répression qu'il y a eu lieu à plusieurs reprises d'ailleurs. Quand vous avez vu à l'œuvre ce pouvoir, vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi. Donc, ils ont tout simplement, les forces vives du pays ont publié cette déclaration pour montrer à l'opinion internationale qu'il y avait une autre voix discordante dans le pays, mais je ne pense pas qu'ils pouvaient prétendre rivaliser avec, affronter ou faire face valablement au pouvoir en place, puisque c'est un pouvoir militaire qui a beaucoup de moyens. Alors, d'abord, est-ce que peut-on dire, au vu de tout ce qui se passe, la déclaration de loyauté, les dispositifs de contrôle, même une fois de retour, Mamadi Doumbouya a nommé
euh, voilà, des responsables à la tête des forces de l'ordre et de sécurité et tout. Alors, avec tous ces agitations au sommet de l'État et surtout au niveau voilà, des forces de sécurité, des forces de l'ordre et tout, est-ce que on peut parler d'une menace réelle? Est-ce que le pouvoir de Mamadi Doumbouya est-il menacé? Disons qu'il y a des velléités. Dans l'opposition, il y a des vérités, bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir Mamadi Doumbouya hors d'état de nuire. Mais est-ce qu'ils ont des moyens d'y arriver? C'est ça la question. Oui. Je ne peux pas dire que Mamadi Doumbouya est menacé. Menacé, tous les tenants du pouvoir sont menacés puisqu'il y a toujours des gens qui voudraient bien vous voir et quitter le pouvoir. Parce que le pouvoir dans tous les pays du monde est très disputé. C'est pour cela. Je commençais d'ailleurs au début de l'émission, je disais que Mamadi Doumbouya s'inquiète tout d'abord parce qu'il sait ce qu'il a fait lui-même. Il a trahi son mentor. Il a été promu par Alpha Condé. Et c'est lui qui a renversé le même Alpha Condé qu'il avait fait promouvoir à la tête d'un commando d'élite qui était chargé de le protéger. Et il l'a renversé. Et donc il dit, est-ce que parmi les gens qui sont à mes côtés, mes camarades avec qui j'ai fait le coup d'État, il n'y en aurait pas qui voudraient également faire ce que j'ai fait à Alpha Condé? C'est ça la question. Il s'inquiète, il se méfie, et il a raison. Mais est-ce qu'il y a des menaces réelles? Cela est bien évidemment, j'en sais rien. Il s'inquiète pour des raisons bien compréhensibles, mais on ne peut pas dire que réellement il y a des gens qui sont bien placés pour pouvoir arriver à leur fin. C'est compliqué. Alors, si on voit la chose sur cet angle, on peut dire que si la menace ne vient pas de l'opposition civile, elle pourrait toutefois venir de l'intérieur des casernes. Et vu le développement que vous venez de faire, Mamadou Doumbouya ne peut plus ou bien ne pourra plus faire confiance voilà, à une armée que lui-même avait utilisée pour prendre le pouvoir. C'est bien cela qu'on pouvait comprendre voilà, selon le développement que vous venez de faire à l'instant. Voilà. Et puis également, il a des soucis de santé, on le voit. Est-ce que il va s'en remettre? Puisque, encore une fois, il était allé en Europe pour se faire soigner. On voit qu'il a perdu beaucoup de poids. Est-ce que c'est Oui. réel? Est-ce qu'il a été empoisonné comme cela se dit dans certains milieux? On ne sait rien. Dans tous les cas, s'il avait été empoisonné, cela, bien évidemment, voudrait dire que, que ces inquiétudes sont bien fondées. Mais comme on n'a pas de preuves que cela est le cas, bien évidemment, on va se garder de tirer de conclusions hâtives. Ce Oui. que je veux dire tout simplement, c'est qu'il a raison de s'inquiéter puisqu'il sait ce que lui-même a fait et il sait que le camp d'Alpha Condé, pour ne citer que celui-là, puisqu'il y a d'autres forces d'opposition, il y a d'autres camps en Guinée, bien évidemment, voudrait le voir à partir pour pouvoir avoir une autre recomposition politique dans le pays. Alors, merci beaucoup, chers confrères. Merci à vous également, vous qui nous suivez. Et nous allons quitter ce sujet concernant la sécurité, sinon l'inquiétude d'un coup d'État possible contre voilà, la personne de Mamadi Doumbouya pour, n'est-ce pas, aborder voilà, le sujet concernant le Sénégal, justement, pour parler de cette loi euh, de l'Assemblée nationale adoptée. Euh, il s'agit de l'article 47 qui a été modifié de la Constitution, c'est-à-dire qui parle de l'obligation pour le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale de déclarer et publier leur patrimoine à l'entrée
et à la sortie de leur fonction. Il faut le préciser, cette loi existe, sinon existait depuis, sauf que ce qu'on vient d'ajouter, c'est la déclaration à la sortie de leur fonction. Eh bien, comme je le disais, cette loi existait depuis. En juillet, Diomaye Faye lui-même l'a bloqué via le Conseil constitutionnel. En août, il en devient le défenseur. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé entre les deux? Qu'est-ce qui a changé? Et spécifiquement, pourquoi est-ce que il faut forcément, pourquoi est-ce qu'on a ajouté ce clause ou voilà cette partie-là pour que qui consiste à déclarer ses biens ou bien son patrimoine à la sortie? Est-ce que voilà Ousmane Sonko a-t-il vu quelque chose ou a constaté quelque chose ou aurait-il eu vent de quelque chose de quelques informations, provenant de quelque part, afin de prendre cette décision qu'on doit forcément déclarer voilà, ces patrimoines à la sortie de fonction. Bon, je ne- je n'ai pas très bien compris le sens de ce texte de loi. Oui, Parce que quand on essaie de suivre des analystes, des observateurs de la politique sénégalaise, on voit que Ousmane Sonko a bien fait voter ce texte de loi pour pouvoir embêter sérieusement son désormais rival Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Mais j'ai bien compris également que le gouvernement, donc Bassirou Diomaye Faye, soutenait également le vote de cette loi, surtout que ça faisait partie de la campagne présidentielle du PASTEF et du candidat Bassirou Diomaye Faye. Sauf que maintenant, on dit que Bassirou Diomaye Faye aurait saisi le Conseil constitutionnel pour que cela fasse partie des dispositions qui devraient être soumises au référendum d'ailleurs constitutionnel, qui on ne sait pas quand il va avoir lieu. Donc, on va attendre, on dit que le Conseil constitutionnel devrait se prononcer avant le 26 août. Donc, on va attendre pour savoir. Mais quoi qu'il arrive, moi, je pense que c'est un vote, même si le PASTEF, donc le camp d'Ousmane Sonko, voudrait que ce soit un texte qui embête sérieusement le président de la République, mais ça ne ferait rien. Puisqu'on dit qu'il faut soumettre, il faut déclarer son patrimoine à l'entrée et à la sortie des fonctions. Or, à l'entrée de la fonction présidentielle, Bassirou Diomaye Faye n'a pas déclaré son patrimoine puisque justement la loi n'existait pas. On ne va pas l'obliger à aller lire puisque bien entendu, cette loi ne va pas être rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si on l'oblige à déclarer son patrimoine, il va le faire à la sortie de la fonction présidentielle. Et ça ne peut avoir un sens que si on l'a fait au début et à la sortie, à l'entrée et à la sortie. Puisque s'il le fait à la sortie, on lui dira, disons, j'ai sur mon compte 500 millions de francs CFA. Est-ce qu'on sait ce qu'il avait avant l'entrée en fonction? Ça ne veut rien dire. Parce que justement, le sens d'une telle disposition légale, c'est de dire, quand vous avez pris vos fonctions, vous aviez 1 million de dollars, maintenant vous en avez 500, où est-ce que vous avez trouvé la différence entre 500, 1 million de dollars et 500 millions de dollars? La différence est énorme. Comment est-ce que vous avez pu vous procurer de tels fonds? Donc, ça veut dire en réalité que ce qui concerne le Sénégal, cette disposition légale ne veut absolument rien dire. Ça fait tout simplement partie des armes d'Ousmane Sonko destinées à embêter
le président de la République, mais ça peut également le concerner dans l'avenir. Ça veut dire, si jamais il est élu, comme c'est probable, en 2029 comme président de la République, il faudra déclarer son patrimoine à l'entrée et déclarer à la sortie en 2034. Dans ce cas-là, ça aura un sens, puisqu'on on pourra mesurer la différence entre ce qu'il avait avant la prise de fonctions et ce qu'il a à la sortie. Voilà. Mais pour Bassirou Diomaye Faye et pour son mandat actuel, ça n'a absolument aucun sens. D'accord. Quand vous dites que cette disposition légale n'a pas de sens ou bien voilà, n'aura pas forcément d'effet, est-ce que vous voulez dire que si, par exemple, le président ou même, voilà, que ce soit le Premier ministre ou voilà, le président de l'Assemblée nationale veut, entre griffes, voler l'argent du pays, est-ce qu'il pourrait le faire aisément sans pour autant que cette loi voilà, ne le sanctionne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura-t-il possibilité de voler avec des comptes à l'étranger, toutefois en gardant ses comptes ou bien son compte dans le pays intact et ça n'aura pas forcément d'incidence sur lui? Je vais bien sûr parler du président ou bien En tout cas, du au Premier ministre. regard de ce qui a été voté le 17, ça veut dire cette loi justement sur le contrôle du patrimoine, ça n'aura strictement aucun effet euh, sur le président de la République, sur le Premier ministre et sur le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il faut tout simplement, au regard de ce qui est dit, il faut tout simplement pouvoir comparer ce que j'avais avant mon entrée en fonction et ce que j'ai à la sortie. Or, justement, que ce soit pour le président, que ce soit pour le Premier ministre ou pour l'Assemblée nationale, puisqu'on ne pourra pas rétroagir, il sera très difficile de mesurer. Même si le président Bassirou Diomaye Faye s'est enrichi illégalement en prenant dans les caisses de l'État, on ne pourra pas dire que ce qu'il avait, que ce qu'il a à la sortie n'est pas ce qu'il avait à l'entrée puisqu'il n'a pas été contrôlé. Mais je pense que la loi peut être, et je précise d'ailleurs que cette loi, même si elle a été votée, est pour l'instant en suspens, bien sûr, parce qu'elle devrait être promulguée par le président qui n'en a pas envie maintenant, même si il dit qu'il soutient le vote qui a eu lieu, mais qu'il dit que ça doit être soumis au Conseil constitutionnel. Mais il y a une autre loi qui a été votée sur le contrôle des fonds secrets. Et je pense que c'est ce qui est plus sérieux maintenant. Le compte, les fonds secrets, ça veut dire normalement les fonds qui sont alloués au président de la République, au Premier ministre et même, je crois, au président de l'Assemblée nationale, dans le but de les utiliser pour des missions sensibles. Et il y a une loi justement qui a été également proposée. Ce sont des projets, ce n'est pas des projets de loi, parce que les projets de loi viennent du gouvernement. Ce Oui. sont des propositions de loi venant de l'Assemblée nationale. Autrement dit, proposées par Ousmane Sonko pour pouvoir gêner l'exécutif. Et le camp du président de la République dit que normalement, ces fonds alloués au président, au Premier ministre ou même au président de l'Assemblée nationale sont normalement du ressort réglementaire. Réglementaire, ça veut dire quoi? Les règlements, normalement, sont émis par l'exécutif. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui doit avoir son mot à dire dans le cadre de ces fonds-là. Or, justement, c'est pour cela que je me suis permis d'amener
cette autre disposition, bien sûr, voulue par Ousmane Sonko, c'est que ces fonds, normalement, sont utilisés à la volonté même du gouvernement, des fois même abusivement. Mais comme ce n'est pas contrôlé, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir comment cela a été utilisé. Disons, les fonds qui sont utilisés, disons, dans le cadre de l'espionnage, des missions secrètes, pardon, parce qu'il y en a. Si le président de la République doit envoyer des agents dans un autre pays pour voir ce qui se passe ou ce que font les opposants à son régime, cela normalement ne doit pas être contrôlé par l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est ça qui est plus grave, qu'il ne voudra pas du tout le président de la République, puisque justement, d'abord, ça empiète sur le pouvoir réglementaire, mais également, ça permettrait au président de l'Assemblée nationale de mettre à nu peut-être des pratiques qui ne sont pas très correctes. Et ça mettrait également à mal le fonctionnement des institutions, parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des fois des choses que le pouvoir fait que nous, le bas peuple, ne doit pas avoir. Même si ça doit mal tourner, mais il y a des choses que font les gouvernants que nous ne sommes pas amenés à savoir et qui pourtant sont de notre intérêt. Vous avez entendu dire, par exemple, que, je donne l'exemple d'un pays lointain, la France, il y a un président, ou même les États-Unis, qui disent nous avons éliminé quelqu'un qui en voulait à la sécurité de notre pays. Ça n'est pas passé par le pouvoir judiciaire. Parce que normalement, nos lois disent que si quelqu'un en veut à notre sécurité, on doit l'arrêter, on traduit la justice et tout cela. Et vous avez entendu Barack Obama dire qu'il a fait éliminer Osama Bin Laden. Vous avez entendu le président François Hollande, je ne sais plus ce que la France est qualifiée de terroriste, évidemment. La France, elle a fait éliminer. On le fait comme ça, on le déclare et tout le monde comprend que c'est normal. Et pourtant, juridiquement, ce n'est pas normal. Mais c'est justement du ressort du pouvoir régalien, du pouvoir, je dis, réglementaire. Ça se fait et tout le monde le comprend. Et donc, au Sénégal également, il y a des choses que le président Bassirou Diomaye Faye doit faire et qu'elle ne doit pas savoir Ousmane Sonko, qu'on le veuille ou non. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays du monde, même si peut-être on peut en avoir une autre opinion. Voilà, et c'est comme ça que ça se fait dans le pays du monde. Sauf que le dimanche, Ousmane Sonko a fait quelque chose qui ne se fait pas forcément dans les autres pays du monde. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire le dimanche soir en direct, Ousmane Sonko a déclaré son patrimoine lui-même. Il parle d'une voiture, enfin d'une maison, de deux voitures et voilà de son salaire. Même avant que on vote la loi, enfin on adopte la loi le lendemain. Alors concrètement, qu'est-ce que cette sortie de Ousmane Sonko change dans le rapport de force? Est-ce que quelque part veut-il forcer la main au président ou c'est juste une stratégie toujours politique pour se faire bien voir par la population sénégalaise? Oui, c'est bien cela. C'est pour attirer les sympathies de l'opinion sénégalaise, tout simplement. N'oublions pas que ces gens-là, ces deux hommes qui étaient amis maintenant, qui sont rivaux, sont en campagne électorale pour 2029. Et donc, Ousmane Sonko dit, vous voyez, moi, ce que je dis, ce que je propose de voter, je le fais moi-même. Personne ne l'a obligé à le faire. S'il ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait condamné pour cela. Et d'ailleurs, ça n'a aucune valeur juridique.
puisque la loi qui a été votée, justement, c'est ce que je disais, ne l'oblige pas à déclarer. Il faudra qu'il déclare à la sortie de ses fonctions. Mais pour l'instant, personne ne lui a demandé de déclarer son patrimoine. Mais justement, il veut forcer la main à Bassirou Diomaye Faye. Il sait bien qu'il ne le fera pas, lui. Il veut dire tout simplement, vous voyez, vous avez vu, moi, je l'ai fait parce que je n'ai rien à cacher, lui, il ne le veut pas. Tout simplement, c'est bien cela. Est-ce que cela va marcher? J'en sais rien, mais tout simplement, c'est un jeu politique. Il est en campagne. L'autre également pourra peut-être utiliser d'autres moyens pour essayer d'attirer l'opinion, surtout des électeurs, la sympathie des électeurs. Mais déclarer le patrimoine de la part d'Ousmane Sonko n'a aucun sens politique pour moi. Non, n'a aucun sens juridique. C'est politique, mais ce n'est pas juridique. Puisqu'il a fait il a fait voter une loi qui n'a pas été encore promulguée, puisque le président dit que ça devrait être soumis au vote, au référendum. Et donc, lui, il prend les devants, il déclare son patrimoine, alors que personne ne lui a pas demandé, ne lui a demandé de le faire. Et ça veut dire tout simplement que c'est une façon de se montrer devant l'opinion qu'il est sain et que les autres peut-être ont des choses à cacher. Eh bien, pendant ce temps, il y a aussi le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, qui a évoqué la dissolution prochaine de l'Assemblée nationale. Si seulement Diomaye Faye dissout et provoque, n'est-ce pas, des élections législatives, est-ce que ça change quelque chose pour Sonko, pour Pastef et même pour le pays? Quand on essaie de voir ce qui se passe au Sénégal, on pense que la dissolution de l'Assemblée nationale n'est plus une possibilité, mais plutôt une nécessité. Parce que si vous vous mettez dans la peau de Bassirou Diomaye Faye, vous ne pouvez pas continuer à gouverner dans cette situation-là. Et je pense Quand vous d'ailleurs, parlez de, quand vous évoquez la dissolution certaine ou bien que ce serait inévitable, ce ne serait pas, comment dire, un pari risqué pour Diomaye, surtout dans ce contexte, d'autant plus que, en voyant ce qui se passe, on sait que Pastef conserve une base de la population, sans oublier la jeunesse, surtout la jeunesse, bien évidemment. Ce ne serait pas un pari risqué pour Diomaye et pour son nouveau parti, par exemple? il y a toujours un risque. Mais n'oubliez pas ce que nous disions la fois dernière, c'est que pour l'instant, on ne sait pas mesurer la force politique de Bassirou Diomaye Faye. C'est Depuis la exact. création de son parti politique, Kiré, on ne sait pas mesurer. Et j'ai suivi l'interview de la chef du parti présidentiel, Aminata Touré, qui disait que pour eux, pour son camp donc, il visait la majorité parlementaire. C'est l'objectif principal de ce parti, avoir la majorité parlementaire. Et donc, on ne sait pas mesurer la force de Bassirou Diomaye Faye, alors que justement son parti vise la majorité parlementaire. Comment est-ce qui est arrivé? Ça, c'est une autre question. C'est pour cela que je disais que les deux hommes sont en campagne. Et si donc on dissolvait l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passerait? On retournerait devant les électeurs. Qui est-ce qui gagnerait? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Puisque Ousmane Sonko aurait tort de penser qu'il y aurait encore 130 députés comme il en a aujourd'hui. Peut-être qu'il peut avoir la majorité, mais si les élections avaient lieu demain, il n'aurait pas du tout 130 députés. Il peut en avoir 100, il peut en avoir 80, mais il n'aurait pas
130 députés. Puisque justement, il y a une force politique qui est en train d'émerger et qui est du côté du président de la République, et c'est pas rien. Ça veut dire donc que si demain il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, on ne sait pas qui va gagner les élections. Probablement Ousmane Sonko. Pour l'instant, il reste très populaire. Mais l'autre également est en train d'émerger, de gagner. Bon, la fois dernière, nous disions qu'il avait lancé une opération de massification, des opérations d'implantation sur le terrain. C'est pas rien. Ce qui fait également Ousmane Sonko avec sa vente de cartes. Donc, on ne peut pas savoir maintenant. Est-ce que ce serait risqué? Il y a toujours un risque, mais je pense que si l'Assemblée nationale était dissoute maintenant, Bassirou Diomaye Faye en sortirait peut-être pas vainqueur, mais mieux qu'il est loti maintenant. Puisque maintenant, Ousmane Sonko dispose de 130 députés sur 160, je crois, et c'est beaucoup. Mais s'il peut réduire même le nombre de députés d'Ousmane Sonko, ça aurait un sens. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas gagner. Puisque le comportement, j'ai vu également d'autres analystes dire que le comportement d'Ousmane Sonko ces derniers temps, depuis son départ de la primature, risque de lui être néfaste. Puisque certains électeurs peuvent se détourner de lui pour tout simplement les initiatives qu'il prend. Ces propositions de loi qu'il met en place pour tout simplement, non pas pour les intérêts publics, mais tout simplement pour gêner le président de la République. Donc, ça peut se retourner contre lui. Et donc, si l'Assemblée nationale était dissoute, bien sûr, il y aurait risque pour Bassirou Diomaye Faye, mais ça ne veut pas dire non plus que cela profiterait à son rival, Ousmane Sonko. Eh bien, merci beaucoup, chers confrères. Merci beaucoup également à ceux qui nous ont suivis, sinon ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, c'est là nos regards que nous portons sur l'actualité africaine, surtout sur ces deux sujets. Eh bien, vous aussi, vous pouvez commenter et nous donner votre avis, le regard, sinon les regards que vous portez également sur ces deux sujets, et pourquoi pas sur d'autres sujets de l'actualité. Faites-nous les savoir en commentaire et n'hésitez surtout pas à partager, n'est-ce pas, voilà, cette émission autour de vous et à liker surtout. Ça nous donnerait beaucoup de force. Eh bien, merci beaucoup, chers confrères, pour cet échange et pour vos analyses. Si vous avez un dernier mot concernant ces deux sujets, ce serait quoi? Non, non, ça va tout simplement, c'est que peut-être je parlerai un peu du Sénégal. Euh, non pas que je n'ai rien à dire sur la Guinée, mais le Sénégal, tout simplement, on en parle beaucoup ces derniers temps. Oui. Nous y revenons souvent dans nos émissions, regard sur l'Afrique, mais c'est que tout simplement, il y a deux hommes politiques qui peut-être préfèrent avancer leur opinion politique, savoir qui va sortir vainqueur de ce bras de fer plutôt que de penser aux intérêts du pays, et c'est très malheureux. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Peut-être on y reviendra une autre fois, mais ces textes de loi qui a fait voter Ousmane Sonko, et puis Bassirou Diomaye Faye également, qui va tout le temps saisir le Conseil constitutionnel pour se défendre, ça ne fait pas avancer le pays. Voilà. Et puis, en Guinée, je dirais simplement que Mamadi Doumbouya peut-être a raison de s'inquiéter puisque ce qu'il a fait à son prédécesseur, d'autres également pourront le lui faire, tout en sachant que depuis son arrivée au pouvoir, il n'a pas été démocrate. Et donc, cela également crée des mécontentements dans le pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons continuer de suivre l'actualité
africaine surtout, sur ce qui concerne ces deux pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité évolue au jour le jour et ça change constamment. Et donc, nous allons continuer de suivre l'actualité sur le continent africain et voilà, avec vous, porter nos regards sur voilà, ces différents sujets que cela aborde au jour le jour. Merci beaucoup déjà. Je vous souhaite un bon début de week-end. On se retrouve la semaine prochaine dans Regard sur l'Afrique. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Bon week-end à tous nos téléspectateurs.